A créé Spider-Man. Spider-Man est un super-héros américain dont les premières aventures ont été publiées en 1962, il y a plus de 50 ans. Il a deux papas, Stan Lee au scénario et Steve Ditko au dessin. Mais alors, ce sont eux qui ont fait toutes ces BD? Non, car les héros des comics, les BD américaines, ont plusieurs auteurs et dessinateurs. Marvel, l'entreprise qui publie Spider-Man, mais aussi Hulk et les Avengers, produit énormément de BD chaque mois. Du coup, impossible pour un seul auteur ou illustrateur de tout faire. Depuis 1962, de nombreuses stars des comics américains ont raconté les aventures de l'homme araignée, chacune à sa façon. Spider-Man est devenu un mythe, un personnage tellement fort qu'on lui invente toujours de nouvelles aventures. Un peu comme les dieux de la mythologie, Zeus ou Athéna, qui représentent la foudre ou la sagesse, Spider-Man, lui, représente l'adolescence, notamment avec cette idée qui revient souvent dans ses aventures. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Plus simplement, en devenant adulte, on est plus libre, on fait ses choix, et nos actes ont des conséquences. Il existe de nombreuses versions de Spider-Man. Une jeune fille, Spider-Gwen, un garçon du futur, Spider-Man 2099, et même un Spider-Cochon. Mais tous parlent de faire les bons choix, d'être fidèle à ce que l'on pense, être juste pour devenir l'adulte qu'on souhaite. Pas mal pour une araignée, non? Pourquoi Astérix est-il si connu? Depuis sa première apparition en 1959, 370 millions d'albums d'Astérix ont été vendus dans le monde. Ils ont été traduits en 110 langues et ses aventures ont été adaptées au cinéma et en dessin animé. Le parc d'attractions attire plus de 2 millions de visiteurs par an et il y a même un astéroïde qui s'appelle Astérix. Mais quelle est donc la recette magique du succès du Petit Gaulois? Au départ, Astérix a été créé pour accompagner le lancement d'un journal qui s'appelait Pilote. L'idée était de créer une bande dessinée française capable de rivaliser avec les BD américaines. Les auteurs, René Goscinny et Albert Uderzo, décident de se moquer du Gaulois grand, musclé et aux yeux bleus des manuels scolaires. Leur héros sera petit, blond, aux yeux noirs, et il habitera un village rempli d'habitants hauts en couleur. Le succès est rapide. Astérix et Obélix forment un duo dans lequel chacun peut se reconnaître. Une autre raison du succès, c'est que les scénarios mêlent humour et vérité historique. Ainsi, les lecteurs de tous les âges retrouvent des bagarres, des gags, des citations latines, des jeux de mots, des caricatures. Et chaque histoire fait référence à la société actuelle. Politiciens, habitants des régions, sportifs, tout y passe. Au final, Astérix doit son irréductible succès à un subtil mélange d'ingrédients qui, comme la potion magique, donne envie d'y goûter. Qui a inventé le carnaval? Le carnaval est une grande fête qui se passe dans la rue. Tout le monde se déguise et s'amuse. Il existe de nombreux défilés partout sur la planète. À Dunkerque, en France, les carnavaleux forment des bandes de copains qui défilent en chantant. À Venise, en Italie, les costumes et les masques sont très chics. C'est l'un des plus beaux carnavals. Et celui de Rio, au Brésil, est certainement le plus connu. Ici, on se trémousse sur de la samba avec de magnifiques tenues de plumes. Mais le carnaval, ça existe depuis longtemps? Dès l'Antiquité, les hommes se déguisent, comme en Grèce, où on célèbre Dionysos, le dieu du vin. Les Romains fêtent les Saturnales, en l'honneur du dieu Saturne. Pendant ces divertissements, les rôles sont inversés. Les esclaves s'habillent en rois et les hommes en femmes. Avec le temps, et pour mieux contrôler ces fêtes populaires, l'Église ajoute le carnaval à son calendrier. Sa date arrive après Noël, et juste avant le carême, un moment de jeûne de 40 jours chez les catholiques. Avant cette période de privation, les hommes se rassemblent pour rigoler et manger en abondance jusqu'au Mardi Gras. Aujourd'hui, le carnaval célèbre la fin de l'hiver et l'arrivée des beaux jours. Et il se termine parfois par le bûcher du roi carnaval, une grande marionnette brûlée pour l'occasion. Woody, Wonder Woman ou Harlequin? Alors, prêt, toi aussi, à te déguiser pour le carnaval? Comment ça marche, la voix? Ta voix fonctionne comme un instrument de musique à vent, en faisant vibrer l'air que tu respires. Quand tu inspires de l'air entre tes poumons, puis quand tu expires, l'air est propulsé vers l'extérieur. En remontant le long de la trachée, l'air fait vibrer tes cordes vocales et produit un son. Attention, cordes vocales et cordes, ça n'a rien à voir. Imagine plutôt deux sortes de lèvres qui s'ouvrent et se referment sous la pression de l'air.
Le son se propage ensuite dans tous les creux qu'il rencontre. Ta bouche, ton nez et ta gorge. Ces résonateurs amplifient et modifient le son. Ajoute les mouvements de la langue, des lèvres, du palais, de la mâchoire. Et voilà, tu parles ou tu chantes. Mais pourquoi on n'a pas tous la même voix? Parce qu'on n'a pas tous le même appareil vocal. Chez les enfants, par exemple, les cordes vocales sont très courtes. Voilà pourquoi ta voix est plus aiguë que celle de tes parents. La taille et la forme des résonateurs jouent aussi un rôle. Elles peuvent rendre la voix ample, nasillarde ou chaleureuse. La voix fait partie de la personnalité. Elle est unique, comme toi, et raconte beaucoup de choses. Elle trahit tes émotions, elle tremble quand tu es en colère, ou est chantante quand tu es gai. Chacun a aussi sa manière d'utiliser sa voix. Son rythme, son intonation, sa façon de placer des pauses. Et toi, comment est la tienne? C'est quoi une rumeur? C'est une information incertaine qui se répand au sein de la population. On parle aussi de racontars, de fake news ou de légendes urbaines. Ce phénomène n'est pas nouveau. Il existait déjà dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. À l'époque, le bouche à oreille était l'un des seuls moyens de s'informer et de nombreuses rumeurs circulaient ainsi sans qu'on les repère. Aujourd'hui, les rumeurs sont également diffusées sur Internet et les réseaux sociaux. Mais pourquoi faut-il s'en méfier? Parce que les rumeurs sont d'origine inconnue et que le plus souvent, elles sont fausses. Elles contiennent en effet beaucoup d'infos transformées ou exagérées à force d'avoir été répétées et mal comprises. Certaines personnes inventent même de fausses rumeurs exprès pour tromper ou manipuler les gens. Le problème, c'est qu'il est tentant de les croire, parce qu'elles ressemblent à de vraies infos. Et cela peut être dangereux, surtout quand elles attisent la peur et incitent à la haine. Elles conduisent d'ailleurs parfois à des violences bien réelles, encore actuellement. Par exemple, des rumeurs évoquant des enlèvements d'enfants ont mené certains à vouloir se venger contre ceux qu'ils croyaient coupables, alors qu'ils étaient innocents. C'est pourquoi il est important de toujours exercer son sens critique et de vérifier que la source d'une information est fiable, avant de la considérer comme vraie. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.